Donc, sans plus tarder, je vous présente assez rapidement M. Westphal, qui nous vient de Limoges, en France. Ça fait depuis 1998 qu'il enseigne à l'Université de Limoges la littérature comparée. Puis il est venu ici, ça fait une semaine qu'il est ici, puis il a pu présenter une conférence déjà à l'Université de Sherbrooke. Il nous en présente une autre ici. Puis de plus en plus, ses intérêts dernièrement commencent à s'orienter vers les arts visuels en particulier. Peut-être qu'un peu à la fin de sa présentation, il pourra nous en glisser un mot de ce nouvel intérêt. Mais ce qu'il va faire là pour nous, c'est vraiment de nous présenter un peu, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle La géocritique, qui finalement est une approche en littérature pour l'analyse littéraire. Donc, il va nous parler un peu des bases, du fondement de cette approche-là. Donc, vous donner les bases à vous après de pouvoir utiliser et poser des questions là-dessus. Donc, je vous invite à écouter M. Bertrand Westphal qui va parler bien haut, bien fort. Merci beaucoup. En vous remerciant également de cette invitation qui me fait très très plaisir parce que ça me donne l'occasion de venir enfin au Québec. Et en plus, cette invitation est particulièrement gentille et aimable, donc c'est vraiment un plaisir supplémentaire. Oui, je donnerai quelques éléments comme ça, des pistes de réflexion, parce que abuser du temps. Peut-être trois choses, j'ai fait trois paragraphes si vous voulez. Le premier, ce serait l'espace et le temps, en deux mots, entre littérature, philosophie et peinture. Après, le discours de la limite et les avanies de l'identité. Et, troisième, environnement et référent. Donc ce sont des pistes de réflexion, puisqu'il est impossible en une trentaine de minutes de développer plus que ça ces différentes directions. Alors, donc espace-temps entre littérature, philosophie et peinture. Alors, commençons par quelques considérations impromptues. Il me semble en effet important de rappeler que le lien entre l'espace et le temps est indissoluble. Il ne paraît pas envisageable d'étudier l'une de ces dimensions sans renvoyer à l'autre. Il s'agit même du fondement donc, de l'approche géocritique. Cette affirmation relève aujourd'hui de l'évidence, ce lien entre espace et temps. Alors, pendant longtemps, l'examen de l'espace est resté subalterne. Vous l'avez rappelé en parcourant l'histoire de la philosophie. Il aurait en effet été vain de mobiliser finesse d'analyse et noblesse d'esprit pour s'affronter au simple contenant spatial des événements du calendrier, du bréviaire historique, voire, comme on dirait maintenant, un vilain container, hein, l'espace comme container, pour ne pas dire poubelle, pratiquement à certains moments. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, voilà qui est bien connu, la temporalité a eu quelque chose d'aristocratique que la spatialité, forme supposée de roture intellectuelle, n'avait point. Qui prête attention au flacon quand l'ivresse se manifeste, quand le vent de l'histoire se lève, sans d'ailleurs qu'on ait à mobiliser l'histoire avec un H majuscule ou avec cette grande H dont Georges Perec témoigna dans W ou le souvenir d'enfance. On pourrait se cantonner à l'un ou l'autre exemple attestant cette hiérarchie longtemps affirmée. Alors, voici peu, j'ai lu un bref essai de Borges sur la course perpétuelle d'Achille et de la tortue, qui reprend le paradoxe fameux que Zénon d'Élée avait formulé jadis. Tout le monde le connaît. Dans la mesure où chaque intervalle est infiniment divisible, le rapide héros grec ne refera jamais son retard sur le lent reptile qui a démarré peu avant lui. Les mathématiciens ne partagent pas nécessairement ce point de vue et estiment que ce paradoxe est un sophisme, mais plusieurs philosophes y ont néanmoins réfléchi. Donc pour en revenir à Borges, dont le texte est inclus dans le recueil, alors je l'ai lu en espagnol, je n'ai pas trouvé la version française, je vais le traduire à vue, enfin bon, bref, si je suis capable de lire l'espagnol, mais mon accent est tel que je préfère peut-être. Donc dans Discussion, Discussion, donc Borges cite Henri Bergson, commentant lui-même la lente course de la tortue dans son essai sur les données immédiates de la conscience, qui est de 1889. Pourquoi, selon lui, Zénon se trompe? Pour une raison très simple, que Borges résume en ces termes. C'est là que je vais traduire à vue. Bergson, donc je cite, admet
que l'espace est infiniment divisible, mais il nie que le temps le soit. L'espace est susceptible d'être composé et décomposé, alors que le temps ressortit un absolu compact. Sans aller jusqu'à établir un distinguo aussi radical, Borges abonde dans le sens de Bergson, en s'appuyant sur Some Problems of Philosophy, 1911, d'un autre philosophe, William James, frère de Henry James, famille décidément intellectuelle. Donc, je cite de nouveau Borges, comme ça. Le paradoxe de Zénon, Délé, selon ce qu'indique James, porte atteinte non seulement à la réalité de l'espace, mais aussi à celle plus fine et plus vulnérable du temps. Fin de la citation. Rien à faire, même pour Borges, la réalité du temps est plus subtile que celle de l'espace. Il aura fallu que les théories fondant les sciences humaines et sociales occidentales négocient, je précise occidentales, négocient un virage serré et que celui-ci se transforme en véritable tournant pour que les données de la perception et de la représentation de l'espace-temps se modifient de manière sensible. Le début de la courbe a commencé à être tracé au milieu du siècle précédent. Quant au point d'inflexion, il se situe quelque part sans doute dans les années 70, donc du XXe siècle, qui ont encadré ce qu'on appelait le special term. Alors, dans l'avion, en venant, j'ai lu un livre, un entretien de Hans Ulrich Obrist, qui est un des responsables de la Serpentine Gallery à Londres, donc une grande figure de l'art contemporain, et Rikrit Tiravanid, donc l'artiste thaïlandais fameux. Et dans ce cas-là, il arrive même donc, que l'on exhorte son prochain à réagir en termes temporels. C'est comme si maintenant le spatial term était arrivé à un point tel que, bon, enfin, on revient au temps. Donc dans ce dialogue, Obrist indique que dans le groupe show Il Tempo del Postino, donc c'est en italien, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est en anglais, donc le temps du facteur, il invitait les artistes, je cite, to work with time rather than space. On en est pratiquement à inciter les artistes à se souvenir que le temps existe et que l'espace n'a pas tout dévoré. On assiste à une espèce d'inversion de tendance. Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est assez frappant. C'est à se demander si un temporal term n'est pas nécessaire. À vrai dire, une lecture si tardive d'un espace et d'un temps interdépendants n'est pas le propre de toutes les civilisations. Ça, j'ai insisté sur l'Occident. Prenons un exemple à la fois proche par sa prégnance culturelle et lointaine sur les cartes, la Chine. Sans être expert de culture chinoise, loin s'en faut, et je le déplore, je m'aperçois avec François Cheng, qui éclaire quelque peu ma lanterne dans un petit essai qui s'appelle « Vide et plein, le langage pictural chinois », qui date d'il y a une vingtaine d'années, que les choses en allaient autrement dans l'Empire du Milieu. La peinture chinoise faisait place à quelque chose dont l'Occident s'est toujours détourné, le vide. Ce vide dont la nature aurait horreur depuis Aristote, à la pensée duquel les scolastiques médiévaux se sont ensuite conformés, cette fameuse nature qui aurait horreur du vide. En Chine, on n'avait pas peur du vide et on ne le craint toujours pas. Bien au contraire, comme le dit Cheng, le vide est, je le cite, un pivot du fonctionnement du système de la pensée chinoise, car dans l'optique chinoise, le vide n'est pas, comme on pourrait le supposer, quelque chose de vague ou d'inexistant, mais un élément éminemment dynamique et agissant. Fin de la citation. Le vide est, je reprends la citation, le lieu par excellence où s'opèrent les transformations, où le plein serait à même d'atteindre la vraie plénitude. En somme, dans le cadre de pensée taoïste qui est ici privilégié, le vide est un lieu, c'est un lieu où les souffles vitaux agissent et où le plein, contrairement à ce qui se produit dans l'Occident postmoderne, ne se substantifie pas sous la forme d'une saturation, mais celle d'une plénitude. Ramener l'attention vers le plein à un idéal de plénitude a du moins le mérite de rapprocher des paronymes éloignés. Entre le plein et la plénitude, il y a pas mal d'eau qui passe. Le vide de ce lieu n'est donc pas l'équivalent d'un néant rapproché à une symbolique temporelle, mais bien un point nodal d'où émane l'humanité et à partir duquel s'exprime la possibilité d'une prise en compte de la totalité de l'être, s'inscrivant à la fois dans l'espace et dans le temps.
Dans la peinture chinoise, le vide est souvent celui de la vallée, qui permet aux montagnes d'exprimer leur essence. Tout le monde a en tête des exemples de tableaux, des tableaux en fait, chinois. Le paysage, par toutes ses stratifications riches de sens, est la parfaite expression de cette alliance entre l'espace, le temps et l'individu. La peinture, comme la poésie, agence alors une discontinuité, une réversibilité, je continue à citer Cheng, qui trahissent toujours, donc selon lui, le désir du poète, qui est aussi ici le peintre, de créer un rapport ouvert de réciprocité entre le sujet et le monde objectif, de transformer aussi le temps vécu en espace vivant. Une belle formule, hein, transformer le temps vécu en espace vivant. Fin de la citation. L'espace et le temps se déploient donc dans un rapport d'interaction perpétuelle. Ce que Cheng ne souligne pas, c'est que les schémas spatiaux sont particulièrement prestigieux dans la fiction chinoise. Ce prestige est justement dû à l'impact de la peinture sur la poésie, dont le clivage générique avec la fiction narrative est bien moins sensible qu'en Occident. Le lien entre texte et image s'en trouve renforcé. Et voici ce que dit à ce propos un universitaire américain d'origine chinoise qui enseigne au Texas, Ming Donggu, dans l'un des rares essais occidentaux sur la théorie littéraire chinoise, Chinese Theories of Fiction, A Non-Waste of Narrative System, de 2006, en anglais. C'est pas beaucoup mieux que l'espagnol, mais là, on fait ce qu'on peut. The novel evinces a unique spatial quality and produces an extraordinary imagistic impression that allows one to say that the novel appeals to the reader as a poem. L'impact spatial de la fiction chinoise est donc bien l'aboutissement de la force iconologique que lui confère la veine poétique qui la traverse. Ici s'interrompt pour quelques instants mon excursion dans la culture extrême orientale. Elle est féconde en enseignements divers et mériterait sans aucun doute d'être approfondie. Elle nous apporte une certitude au moins, l'inféodation du temps à l'espace n'est pas un universel culturel. Là, je cite l'exemple de la Chine, mais il y en aurait quelques autres à citer. Et si j'ose dire, on parlait des aborigènes australiens, des songlines, tout ça, enfin, il y aurait de quoi faire. Si j'ose dire, elle ne l'est ni dans l'espace, confère la Chine, ni dans le temps, confère le tournant spatial au sein même des théories esthétiques occidentales de l'histoire récente. Ces pérégrinations à travers le panorama éminemment ample de la théorie des espaces et des modalités de leur représentation peuvent prendre un tour divers et varié. Enfin, des tours divers et variés. Il a été très brièvement question de peinture chinoise, mais rien ne nous empêche, accrochés, moins exigeants, en tout cas moins défamiliarisants, par la peinture occidentale. Donc les essais que plusieurs grands peintres du XXe siècle ont consacrés à leur activité se révèlent fort utiles, car comme Paul Klee, après Lessing dans son incontournable, enfin avec son incontournable Laocoon, vous avez compris que la peinture était par excellence l'art de l'espace. Cette qualification fut-elle rien réductrice. Klee invoque le caractère polyphonique de la musique, art du temps, mettant au moins implicitement à étendre le concept de polyphonie ou coexistence de multiples dimensions à la peinture sous forme de, c'est de lui, polyphonie plastique. Le rapprochement entre espace et temps est constamment à l'œuvre chez Klee, partant du principe que tout devenir repose sur le mouvement. Il va même jusqu'à affirmer que la distinction entre art du temps et art de l'espace est le fruit d'une illusion savante. Car en tout état de cause, et je recite, l'espace aussi est une notion temporelle. L'intérêt qu'on a à fréquenter les peintres, surtout quand ils font de, enfin, point de vue, mais aussi quand ils font de la théorie, il se trouve que Klee est en avance de pas mal de temps sur pas mal de théoriciens littéraires. Donc la surface de la toile n'est pas un espace figé, elle est saisie parce que Deleuze et Guattari appelleront plus tard des lignes de fuite. Pour Klee, ces lignes existaient déjà, bien qu'elles ne fussent pas encore dénommées. Je le cite de nouveau. Le facteur temps intervient dès qu'un point entre en mouvement et devient ligne. De même, lorsqu'une ligne engendre une surface en se déplaçant, de même encore pour le mouvement menant des surfaces aux espaces. Là, il y aurait de quoi poursuivre la réflexion, évidemment, c'est pas en quelques minutes que je vais le faire.